On dit que l'histoire est racontée par les vainqueurs. On oublie de dire qu'elle est réécrite avec le temps, transformée par les livres et réinventée par ceux qui ne l'ont jamais vécue. Ce rituel existe dans le système suédois. Il concerne un groupe précis de frères qui ont atteint le 11e degré. Auparavant, cela se produisait au 9e, c'est exact. Le sang contenu dans le prisme remonte au baptême de Jean le Baptiste. Quand le frère prend le calice pour en boire quelques gouttes, il est relié par le sang à tous les frères arrivés au même stade que lui. On pratique encore ce rituel de nos jours. C'est assez effrayant. Quelle promesse avez-vous dû faire pendant l'initiation? On promet de respecter les règles, d'accepter les autres frères et de garder le silence sur les secrets qu'on vous communique. Vous avez expliqué qu'on doit se coucher dans un cercueil quand on est initié au degré de maître. Le grand secret autour du cercueil est connu dans le monde entier. Tout le monde en a parlé. C'est au moment de devenir maître que le candidat est confronté au rituel du cercueil. Il n'y a qu'un maître qui a le droit de se coucher dans un cercueil pour y subir une métamorphose. C'est un mystère qui requiert un processus préalable et que l'on ne peut pas comprendre hors du cadre de la maçonnerie. Un individu peut se coucher dans un cercueil autant de fois qu'il le désire. Il se demandera pour quelle raison et il n'en ressortira vraisemblablement pas grand-chose. Un franc-maçon traverse dans cet état un processus initiatique qu'il est difficile de décrire et que l'on ne peut expérimenter qu'en tant que franc-maçon. C'est pourquoi il est impossible de le révéler. Le mystère appartient à celui qui l'a vécu. Le sens de cette initiation est de parvenir à une métamorphose vers un autre état de conscience, qui permet à l'impétrant de percevoir les choses autrement, d'une façon différente de cette perception habituelle. Cela ressemble en effet à un programme de métamorphose, comme vous le décrivez. Racontez-nous d'autres expériences de votre vie de franc-maçon. Sur le long chemin de la franc-maçonnerie, on fait de nombreuses expériences qui reposent principalement sur des rituels impressionnants. Les expériences que j'ai faites ont provoqué des prises de conscience qui ont toujours bouleversé et changé ma vie. Je prenais conscience du fait que la franc-maçonnerie est un système qui transforme l'être humain. J'ai pris conscience des premiers changements de ma vie peu après mon admission. Ma femme et ma famille les ressentaient de manière très positive. Sous quelle forme? En tant que franc-maçon, on devient plus conciliant sur le plan social. On devient plus prudent et plus prévenant dans les relations de groupe parce qu'on a pu ressentir dans la loge combien il est bon d'être prévenant. On nous rappelle régulièrement qu'il faut avoir des égards pour les autres et un comportement fraternel. Il arrive souvent qu'en loge, on parle de comportement non fraternel de certains frères pour les clarifier. On apprend à être prévenant vis-à-vis des autres, plus fraternel. Et cela se ressent dans la famille, dans la sphère privée comme au travail. On montre de la considération, on vit de façon plus consciente. Tout cela est très positif si les gens arrivent à le mettre en pratique. Mais franc-maçonnerie ne veut pas toujours dire franc-maçonnerie. Il y a des loges très différentes, rite écossais, rite d'York, système suédois et ainsi de suite. Pouvez-vous nous résumer les différences? La franc-maçonnerie est faite de diversité, ce que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a une raison à cela. Il y a évidemment une base que l'on appelle la maçonnerie de Saint-Jean. L'ensemble des loges dans le monde vit sous le patronat de Jean le Baptiste. Il a été le premier à exhorter les hommes à changer d'état d'esprit. Le symbole de Jean le Baptiste n'est pas l'index qui pointe de façon menaçante, mais plutôt la tête décapitée. Selon la Bible, il a été décapité sur ordre d'Hérode, roi de Judée, qui voulait faire plaisir à sa femme Hérodiade et à leur fils Salomé, qui en avait exprimé le souhait. Les couleurs de la loge de Saint-Jean sont le bleu et l'or. Le bleu symbolise l'infini de l'univers et le ciel étoilé. C'est pour cette raison qu'on appelle les loges de Saint-Jean les loges bleues dans certains pays. Tout homme peut devenir membre d'une loge bleue. Il existe aussi des loges pour les femmes et des loges mixtes, mais elles ne sont pas reconnues par la franc-maçonnerie classique. Une fraternité ne rassemble que des frères, comme son nom l'indique. À l'intérieur de la maçonnerie de Saint-Jean, il existe plusieurs écoles.
En Allemagne, les Alliés ont institué, après la Seconde Guerre mondiale, le système ancien et accepté la Grande Loge AFUAM, donc AFUAM, qui perdure. Plus tard, on a autorisé la réouverture des anciennes loges prussiennes, la Grande Loge mère nationale aux Trois Globes, loge aux Trois Globes fondée à Berlin en 1740 et adoptant ce nom en 1744, et la Grande Loge nationale d'Allemagne, la Grande Loge nationale fondée à Berlin le 29 avril 1952, l'Alliance des grandes loges maçonniques chrétiennes d'Allemagne, avec la Grande Loge aux Trois Globes. Elles n'ont par contre jamais pu retrouver leur lustre d'antan. Les loges de Saint-Jean prennent à leur charge les trois premiers degrés que sont l'apprenti, le compagnon et le maître. Le contenu de l'enseignement varie peu dans les différentes obédiences. Elle se préoccupe de la construction du temple de Salomon et de l'assassinat de son maître d'œuvre Hiram Abif décrit dans la Bible. Le système ancien et accepté allemand s'arrête après les trois premiers degrés. Pour les hauts degrés, le frère peut ensuite choisir entre le rite écossais et le rite d'York. Le rite écossais comprend 33 degrés qui poursuivent l'enseignement des loges de Saint-Jean, mais qui se concentre ensuite surtout sur l'aspect philosophique. Le rite d'York continue l'enseignement des loges de Saint-Jean. En montant en grade, on accède aux divers degrés de chevalerie qui culminent dans les degrés du temple. La Grande Loge nationale d'Allemagne, aussi appelée Ordre des francs-maçons, fait partie du système suédois dont l'enseignement provient de France. Parvenu à Stockholm par Genève, il s'est répandu en Allemagne où il a trouvé de nombreux disciples. Frédéric le Grand, Frédéric II, roi de Prusse, au XVIIIe siècle, lui a accordé sa protection. Sa particularité, c'est son orientation chrétienne. L'enseignement est basé sur la parole de Jésus. Et l'apprenti sait dès le début qu'il pourra intégrer les hauts grades après avoir acquis les 3 degrés de la loge bleue. Il y a 10 hauts grades que le frère parcourt en 12 à 15 ans. La Grande Loge mère aux Trois Globes a une structure similaire mais ne comporte que 7 degrés. Pour avoir une vision globale de la franc-maçonnerie, il faut connaître le fonctionnement d'une soixantaine de degrés différents et les comparer entre eux. Pour la plupart des frères, c'est impossible car ils n'ont pas le temps de prendre part à autant d'activités. Il est malgré tout important de pouvoir comparer les différentes obédiences car la sagesse des anciens a été révélée aux francs-maçons par le biais de différents systèmes et seul celui a une vue d'ensemble de ce grand puzzle est en mesure de déchiffrer le grand mystère. Les autres sont tributaires de leur maître et de son enseignement. Il n'y a pas beaucoup de maîtres, je suis du nombre. Même à ce niveau, il est difficile d'atteindre la connaissance. La franc-maçonnerie est un art, pas une science. L'art royal, nom qu'on a donné à la franc-maçonnerie du XVIIIe siècle, ne peut être maîtrisé ni par la voie de la science, ni par la philosophie. Il n'est pas non plus une religion. Existe-t-il des mystères éternels? Même si cette description ne paraît pas très encourageante, je peux vous assurer que chaque postulant a la possibilité de découvrir le mystère. Il n'y a qu'à celui qui n'en est pas digne que le mystère ne se découvrira pas. La vérité ultime ne sera révélée à l'humanité qu'à un certain moment. Cet instant est arrivé, il y a actuellement une grande ouverture. C'est une des raisons principales qui ont rendu notre entretien possible. Allez-vous nous dévoiler à quel ordre vous appartenez? Je suis membre de la Grande Loge nationale d'Allemagne qui, comme vous l'avez dit, s'appuie beaucoup sur le christianisme. Pour un philosophe, le résultat de ses réflexions n'est pas l'aspect primordial de son travail, savoir s'il y a un Dieu ou un phénomène énergétique. La vision religieuse implique toujours l'existence et la présence d'un Dieu. De ce point de vue, les loges à caractère religieux sont moins ouvertes que celles à caractère philosophique. Si d'un autre côté, les gens ont souvent plusieurs sphères d'intérêt et sont attirés par des choses différentes, nous sommes au bout du compte très conditionnés par notre culture occidentale. Les gens se tournent plus facilement vers les formes de pensée à caractère chrétienne ou inscrites dans la Bible que vers des considérations philosophiques en face desquelles il manque de repères. Quelle est la différence entre la franc-maçonnerie et la religion?
Beaucoup de gens ne font pas confiance à leur intuition. Ils préfèrent se reposer sur un système établi. Ils ont besoin de dogmes, d'enseignements auxquels ils peuvent faire confiance et qu'ils peuvent défendre vis-à-vis de l'extérieur. Cela n'existe pas dans la franc-maçonnerie. Les francs-maçons n'ont pas de dogme, mais ils ont un objectif, un but précis. Beaucoup de gens ont du mal avec ce concept. Ils ont du mal à les mettre en pratique. C'est fondamental pour un maçon et son désir de tolérance. Celui qui veut devenir franc-maçon doit être tolérant vis-à-vis des francs-maçons, car ils font des choses mystérieuses qui ne sont révélées que lorsqu'on devient membre. Celui qui devient maçon saute dans l'inconnu. Il postule, demande à être admis, mais il ne sait rien de ce qui l'attend. Et beaucoup de gens sautent le pas, beaucoup de jeunes, surtout ceux qui sont cultivés et intelligents. Les personnes moins dotées sur le plan rationnel ne viennent pas à nous. Ne viennent chez les francs-maçons que les individus ouverts, qui se posent de bonnes questions, qui veulent évoluer, qui veulent comprendre le fonctionnement du monde, l'action de l'énergie, l'interaction de la vie et ceux qui relient le monde au plus profond. Toutes ces considérations ne font pas partie du débat public. La franc-maçonnerie peut donner des réponses, mais elle ne veut pas les révéler. C'est l'erreur que font la plupart des gens. Dans la franc-maçonnerie, on peut tout apprendre, mais on ne peut pas poser de questions telles que « Écoute, comment est-ce ceci ou cela ? Qu'en est-il de Dieu et du monde des esprits ?» Il n'y a pas de réponse toute faite, on doit en trouver soi-même. La maçonnerie est comme une gigantesque bibliothèque avec des rayons différents et des degrés en degrés, on gagne le droit de pénétrer dans d'autres rayons. Ce que l'on obtient, c'est l'aboutissement de ses propres recherches, de ses propres efforts. Celui qui ne se donne aucun mal ou qui n'a pas les capacités n'en tirera aucun avantage. Il dira au bout du compte, « Oui, je connais les francs-maçons, j'ai traversé tous les degrés, mais je vous assure, tout cela est vain. » Il devrait plutôt dire « Je n'ai rien trouvé. » Oui, c'est le côté élitiste. Mais parlez-nous un peu plus des hauts grades. Depuis que je suis devenu frère, le chemin était tracé vers les hauts grades. Notre système est fait de 10 degrés que l'on franchit environ 15 années. D'autres systèmes ont des hauts grades qui sont séparés des loges bleues. Un membre de la franc-maçonnerie ancienne et acceptée allemande qui a atteint le grade de maître peut estimer son apprentissage terminé et se contenter de son grade. Quand j'ai été admis comme maître dans ma loge de Saint-Jean, le vénérable maître a frappé à la fin de la cérémonie à une porte dissimulée et il a fait pour moi une demande symbolique d'adhésion à la loge de Saint-André. Cette loge, appelée aussi loge verte, est une section de 3 degrés qui mène à la loge du chapitre ou loge rouge. Les 3 degrés de Saint-André sont comme un voyage symbolique dans le monde souterrain. On trouve sur son chemin une grande diversité de symboles que l'on mettra des années à déchiffrer. On tombe sur des symboles égyptiens, mais surtout sur un enseignement axé sur le peuple d'Israël et sur l'Ancien Testament. Le roi Salomon et Jéhovah en sont les personnages centraux. Il faut toujours avoir à l'esprit que la franc-maçonnerie a pour but de construire le temple immatériel de l'humanité. Comme j'ai dans mon parcours été membre de différentes loges, dans différentes obédiences, j'ai une vision globale. Quelle est votre activité actuelle dans la franc-maçonnerie? J'ai de multiples activités de différentes loges où je suis membre. Je suis conférencier dans une loge de Saint-Jean et dans une loge de haut grade. Je suis également secrétaire dans d'autres systèmes de haut grade. Je donne des conférences dans des groupes de rencontres de frères de haut grade. Je collabore à la commission des rituels. Je suis un bon connaisseur de différents rituels. Je connais la littérature et la légende qui les entoure. Au fil des ans, j'ai rassemblé beaucoup de documents. Je possède des actes maçonniques très anciens et très rares. Cet ensemble représente un savoir secret qui ne peut être décodé que d'une certaine façon. Ces livres, peut-on les trouver dans le commerce ou y a-t-il une littérature qui n'est pas accessible à tout le monde? Il y a beaucoup de livres que l'on ne peut pas acheter. Vous ne les trouverez pas dans les librairies. Vous les découvrirez si vous adhérez, ou peut-être par hasard chez les bouquinistes. Ces livres ne sont pas disponibles pour le public. Les écrits rituels?
Les écrits rituels, non. Vous pouvez les télécharger sur Internet. Il y a très peu de documents utilisés de nos jours que vous ne pouvez pas trouver sur Internet. De ce point de vue, la discipline de l'arcane dans les rituels devient caduque. La loi de l'arcane défend de parler de certains dogmes devant les fidèles, voire devant les catéchumènes, pour ne pas les exposer à la moquerie ou à la profanation. Aujourd'hui, on peut trouver tous les rituels sur Internet et les télécharger.